Il y a un avantage, un désavantage, un système. L'avantage, c'est que tu sais exactement ce que tu vas avoir. Puis le désavantage, c'est que le promoteur aura fait les choix avant pour le client. Et puis du coup, le client se retrouve à pas forcément pouvoir faire exactement les choix qu'il veut. Mais je me suis rendu compte aussi sur certains projets, il y a des architectes, en faisant passer des honoraires qui sont assez conséquents, des fois, venaient casser complètement la rentabilité du projet. J'arrive pas à m'en rendre compte, mais les architectes et les entreprises générales, ils se détestent ou pas forcément? Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. Ce podcast a un seul objectif, rassembler des experts à travers tout le pays pour vous partager les meilleures informations sur l'immobilier et le monde des affaires. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, dans le nouveau studio qu'on vient de mettre en place, on vient de le terminer début d'année 2025. On a fait une petite pause des épisodes le mois de décembre, simplement parce qu'on a mis en place le nouveau studio. Et d'ailleurs, si vous êtes un professionnel de l'immobilier ou si vous travaillez étroitement avec l'immobilier et que vous souhaitez passer sur l'épisode pour partager des informations, partager de la valeur, des compétences que vous avez, des connaissances, eh bien c'est avec grand plaisir que vous pouvez nous contacter directement à l'adresse email qui s'affiche à l'écran ici, info@inved.ch. Puis vous pouvez directement nous écrire pour qu'on puisse éventuellement fixer un épisode et échanger ensemble. Voilà, brève introduction et petite publicité pour l'épisode. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Cédric Felet, expert en estimation immobilière avec brevet fédéral, qui a une longue expérience maintenant dans le développement immobilier et la construction, qui a rejoint la société début du mois d'octobre, il y a un peu plus de 3 mois maintenant. Absolument. Hello, Bonjour Cédric. Edouard, salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. L'objectif de cet épisode, c'est de parler un petit peu de développement immobilier, de décortiquer la construction, hein, parce que, et on en parlait en off tout à l'heure, Cédric, je donne des cours à la Suite School pour les courtiers en immobilier, Oui. les personnes qui s'occupent de la vente, de la commercialisation d'immeubles. Et puis, j'ai remarqué qu'on parlait de la valeur intrinsèque, donc le coût de construction, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, je me suis dit, il faut une approche promoteur pour expliquer comment ça fonctionne. Tu vois. Ouais. Et donc dans cet épisode, je voulais décortiquer. C'est une question qu'on a régulièrement. On fait des tout à fait, valorisations sur le développement de biens immobiliers. Donc voilà. Est-ce que tu souhaites peut-être juste introduire rapidement et puis ensuite après on bascule sur le sujet? Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Effectivement, alors moi j'ai commencé ma carrière dans l'immobilier par du courtage, hein, comme beaucoup de gens. On arrive un petit peu dans ce milieu-là par le biais du courtage. Et puis après, je m'occupais du courtage d'une société valaisanne à Montaix. Et puis après, j'ai commencé à travailler dans la promotion immobilière. C'est une entreprise générale et puis il y avait aussi un petit peu de promotion immobilière. Et puis là, on suivait des clients en fait sur tout leur développement immobilier, soit promotion, soit appartement, villa individuelle, villa mitoyenne. Le but du jeu, c'était de développer des projets pour soit des promoteurs immobiliers qui avaient des intentions de construire, ou alors des particuliers qui voulaient construire leur villa individuelle ou villa jumelée. Et puis voilà, c'était vraiment du développement de projets immobiliers. Donc ça, c'était une expérience qui était extrêmement intéressante, enrichissante, et on voit beaucoup de scénarios, des problématiques de LDFR, des problématiques de développement de foncier un petit peu complexes des fois, de rénovation, de granges, de développement de parcelles, d'immeubles. Et puis c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses, et on a accès à beaucoup d'infos qui ne sont pas forcément toujours facile à comprendre ou dans le commun des mortels de ce qu'on peut voir dans l'immobilier, quoi. Il y a encore des personnes privées qui construisent des maisons individuelles? Oui, mais la plupart du Ça coûte temps... pas trop cher. Si, effectivement, c'est de plus en plus cher, hein. Les coûts les coûts de construction ont fortement augmenté. J'allais dire 10 dernières années, mais même 5 dernières années, on a eu une augmentation assez fulgurante des coûts de construction. Et en tout cas, moi, dans l'expérience que j'ai eue avant, on l'a vraiment ressenti, hein. Il y a eu des grosses augmentations assez rapidement. Mais le terrain aussi. Pardon ? Enfin, surtout le terrain, quoi. Oui, le terrain, Enfin, en fait... non, il y en a de moins en moins, et c'est un petit peu le mécanisme. Un moyen de terrain, plus les prix augmentent, c'est l'offre et la demande, c'est toujours un petit peu la même chose.
Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des terrains sont dans les mains des promoteurs qui vont effectivement réaliser une marge de promotion. Donc par conséquent, faire peut-être un petit peu monter le prix de l'immobilier et puis monter la valeur des terrains. Donc aujourd'hui, trouver un terrain nu à développer, c'est extrêmement compliqué. Et il y en a de moins en moins. Non, effectivement, la plupart des gens, des clients que j'avais avant qui voulaient développer et puis construire une villa pour eux, en règle générale, c'était des parcelles qui étaient héritées de famille en famille, souvent dans des milieux agricoles. Et puis c'est que comme ça que ces gens avaient accès à des parcelles vierges. Aujourd'hui, trouver un terrain pour développer un projet immobilier, ça devient très compliqué, ça c'est clair. Surtout acheter un terrain pour construire tout seul sa villa, à part dans l'extra-luxe, je vois pas où il y en a. Mais toi d'ailleurs qui a analysé certainement des centaines de projets en développement immobilier. Ouais, on fait beaucoup d'analyses. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de terrains poubelles aussi. Hein. Il y en a beaucoup. De projets poubelles. On en a vu un d'ailleurs tout récemment. De quoi? On en a vu un d'ailleurs tout récemment. Tout récemment, où tu fais des calculs en 2 secondes, comme ça. Tu dis ok, 2 millions plus 2 millions. Tu te fais assez vite une idée en général. Millions, ouais. Tu dis mais il y a un problème. Et là t'arrives à 3 millions l'appartement dans le Gros de Vaud, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Ouais. Et puis après avoir analysé justement des centaines de projets, comment est-ce que un promoteur analyse par quoi est-ce qu'il commence et combien ça coûte de construire, etc. Ouais. Bon, c'est assez complexe en réalité, mais la structure est relativement simple. On fait un petit peu comme on voit aussi au cours du brevet d'expert en estimation immobilière. On fait une valeur de développement. En fait, ce qu'on va chercher, on ne s'intéresse pas forcément au prix de vente de la parcelle, le prix auquel la parcelle va être vendue, mais on s'intéresse vraiment au prix auquel on va vendre les biens immobiliers par la suite. Je sais pas, je te prends un exemple par exemple d'une parcelle au Mont-sur-Lausanne. On va vendre la villa 2,5 millions par exemple ou 2 millions. On part de ce constat-là. Ok, prix de vente c'est tant. Et puis sur ce prix de vente, on va venir enlever les coûts de construction, tous les frais en fait que le promoteur pourrait avoir, la marge aussi qu'il va réaliser parce que le but c'est de réaliser une marge sur le projet. Et puis à la fin, il va rester quelque chose qu'on appelle la valeur résiduelle. Et puis cette valeur résiduelle, c'est ce qui nous reste. Et puis c'est le potentiel qu'on pourrait, enfin c'est le prix de vente qu'on pourrait proposer, le prix d'achat qu'on pourrait proposer pour le terrain. Donc le mécanisme, il est souvent dans ce sens-là. On a régulièrement ça quand on parle de promotions qui sont destinées à de la vente immobilière. Si on parle de promotions qui sont plus destinées pour des biens de rendement, à ce moment-là, on fait à peu près la même chose, mais avec la valeur de rendement du bâtiment. Donc on va prendre les futurs rendements espérés sur le bâtiment, et puis on va refaire le même exercice pour trouver une valeur résiduelle du terrain. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à se positionner sur des parcelles avec une méthode de calcul puis une rigueur qui est assez bien rodée, quoi. Mais alors, dans un marché immobilier comme celui que la Suisse a, c'est-à-dire un marché où le prix par mètre carré a augmenté beaucoup plus rapidement que les loyers, ce qui est une réalité. Hein. Donc ça veut dire que théoriquement, la valeur de rendement a augmenté plus lentement que le prix de vente que tu obtiens sur le marché. Donc, comment est-ce que tu peux être concurrentiel d'une manière ou d'une autre quand tu analyses une parcelle en disant je vais louer les appartements? Ouais. Ça me paraît improbable, tu vois. Ouais, je comprends le sens de ta question. Les parcelles qui sont échangées de gré à gré aujourd'hui sur le marché privé, qui ne sont pas destinées à des immeubles de rendement, c'est très compliqué de les rentabiliser. Aujourd'hui, il y a une telle concurrence sur le marché de la promotion immobilière qu'en réalité, les acteurs, les promoteurs immobiliers, ils se font quand même pas mal la concurrence. Et le schéma qui est recherché quasiment à 100% des cas, c'est de la vente immobilière derrière et pas de la location. Donc acheter un terrain pour faire du rendement locatif, si tu ne le possèdes pas dans ton patrimoine familial de base, c'est très compliqué. Par contre, acheter un terrain pour faire une marge, une plus-value immobilière, faire une promotion immobilière qui est destinée à de la vente, c'est là où les échanges se situent, quoi. Et tu fais quand même une marge, si on parle cette fois du coût de construction pour une maison individuelle ou une petite maison mitoyenne, qui est donc des petits projets qu'on voit. Alors des maisons mitoyennes, on en voit beaucoup, on en voit de plus en plus, disons. Enfin, il y en a quand même passablement, un peu partout même. Bien sûr. À Genève, typiquement, une maison individuelle n'existe plus dans un projet immobilier ou quasiment pas. Mais si on prend une petite maison mitoyenne ou une maison individuelle, assez modeste, Gros de Vaud, voilà, un projet comme ça, comment est-ce que ça se construit? Comment est-ce que le coût de construction se construit? Ouais. Bon, l'approche du client, si maintenant moi je suis client puis j'ai envie de construire une villa individuelle sur ma parcelle que je possède, donc là on sort peut-être un petit peu la valeur de la parcelle pour l'instant, et puis on sort du schéma de pensée du promoteur. En fait, je vais commencer
par aller voir un architecte qui va établir un projet en fonction du règlement communal, du plan de zone. Qu'est-ce qu'on peut réaliser sur cette parcelle? C'est la première question qu'on va se poser. Combien de mètres carrés on peut exploiter sur le terrain? Une fois qu'on a ces éléments-là, l'architecte va développer un projet, va le mettre à l'enquête. Enfin, je vous passe un petit peu toutes les étapes qui se passent. Et puis après, le client, au bout d'un moment, quand il a le permis de construire, il doit aller voir une entreprise générale ou une entreprise de construction, soit une entreprise totale ou une entreprise générale. Et puis, il va demander un devis sur la base des plans que l'architecte a réalisés. Il y a un ratio qui est assez souvent utilisé, mais c'est pertinent si on veut faire des calculs un peu grossiers pour se rendre compte de la rentabilité un peu rapidement d'une opération. On parle souvent de 1000 francs du mètre cube, c'est une valeur qui ressort assez souvent. Elle n'est pas totalement fausse, hein, en réalité. Si on veut faire un petit calcul sur un coin de table comme ça fonctionne assez bien, mais aujourd'hui, si on veut faire une villa de 140, 150 mètres carrés, il faut compter entre 850 et 950 000 quand même à peu près. Si on inclut tous les frais, les aménagements extérieurs, le gros œuvre, le second œuvre. Donc, et puis, moi, quand j'ai commencé dans la promotion immobilière, on sortait des villas qui étaient en dessous de 700 000 francs par villa, à peu près avec les mêmes critères. Donc c'est là on voit l'évolution des prix qui est assez fulgurante. Donc ouais, aujourd'hui, je pense pour une villa individuelle, il faut compter à peu près ce budget-là pour quelque chose de relativement modeste, pas du grand luxe, mais quand même quelque chose d'assez confortable. Donc 1000 francs le mètre cube, on prend une maison qui fait 120 mètres carrés. La hauteur, on prend quoi, 2 fois, on prend 2 fois 3. Ouais, tu peux prendre 3 effectivement. Ouais, mais 6 bon, mètres, ça fait 720 mètres cubes. Ouais, à peu près. La villa. Ouais, à peu près. Fois 1000, 720 000. Voilà, exactement. Ouais, et là, tu as le prix de construction de ta villa, après tu rajoutes les taxes. Moi, je me souviens, quand je faisais des calculs pour vraiment avoir une idée rapide, je prenais raccordement, aménagement extérieur. Aménagement extérieur, on est vite à 50 000 sur une villa, on a vite un petit chemin d'accès, un peu de bitume et puis une clôture. Donc voilà, à 50 000, on y est très rapidement. Et puis taxes, raccordement, on est aussi à 50 000. Hein, à peu près, il y a environ 25 000 de taxes pour une villa individuelle. Les taxes communales qu'on va devoir payer, puis les taxes de raccordement également. Donc sur ce prix, ce coût de construction, on rajoute sans problème 100 000 francs de frais en plus, puis on se retrouve effectivement dans la fourchette des 850, 900 000, 950 000. Les 100 000 francs de plus, c'est pour les taxes de raccordement, donc frais secondaires, et l'aménagement extérieur. Exactement. Les deux. Ouais, ok, 50-50. Ouais. Quand un client va avoir une entreprise générale, l'entreprise générale, elle peut garantir le prix de construction parce que c'est quelque chose qu'elle maîtrise. Il y a en général 2-3 éléments qui ne sont pas maîtrisables. C'est la création, par exemple, s'il y a une création d'un sous-sol, on commence à creuser, on tombe sur un sarcophage de tout ton camion et puis il faut faire venir des archéologues. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser dans un projet de construction. Et puis après, les aménagements extérieurs et puis les taxes de raccordement, les taxes communales, on peut s'en rapprocher. Hein. Il y a des tabelles au sein des communes et puis on arrive à se rapprocher assez près des bonnes valeurs. Et des tabelles en ligne? Non, pas en ligne, mais on peut le trouver soit dans les règlements ou bien soit en appelant la commune. C'est des informations qu'on a assez facilement, quoi. Mais je voulais juste parler aussi des sous-sols parce que je me souviens, j'avais des clients des fois qui me disaient mais nous on veut que la construction soit garantie dans sa totalité, y compris le sous-sol. Et puis en fait, tout ce qui se passe en dessus du sol, on le maîtrise parfaitement. C'est des coûts de construction, on a l'habitude, des benchmarks, il n'y a aucun problème. Et puis en sous-sol, on peut tomber sur de la molasse, on peut tomber sur des sols qui sont un peu plus granitiques ou où on ne maîtrise pas forcément ce qui va se passer. Et la solution pour ça, c'est de faire des sondages, donc d'aller faire des sondages, prendre des points sur le terrain. Et puis ça coûte extrêmement cher, donc en fait le coût des sondages, il peut se rapprocher même du coût de l'excavation si on a un gros caillou en plein milieu du terrain. Donc c'est pas forcément intéressant de le faire. C'est combien ça, pour évacuer? Mais le sondage, j'ai en mémoire, mais je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était à peu près 1000 francs par point de sondage. Quelque chose du style. Okay. Donc, et puis, t'en fais combien sur un terrain? C'est ça la grande question. Ouais. Combien est-ce que t'en fais? T'en fais 15, c'est 15 000, tu vois. Enfin, ça a pas de sens. Et tu peux être sûr à tous les coups, si même tu fais 36 sondages sur ton terrain, le jour où tu commences à construire, il y aura un gros caillou, puis il sera pile poil au milieu de tous les sondages que tu as fait. Donc ça, c'est des éléments qui sont pas maîtrisables, mais il faut les prendre en considération dans les calculs de coûts de construction, et puis ça représente un risque qui est pris par la personne qui souhaite construire, quoi.
quand le promoteur, ou plutôt quand l'entreprise générale développe un projet, et c'est la construction effectivement d'une villa individuelle pour un client qui souhaite y habiter, bon, il choisit ses finitions. Ouais. Mais j'ai eu le cas cet après-midi encore, on suit une personne là qui souhaite plutôt faire des projets de rénovation, donc de rénovation, des opérations plutôt de courte durée, rénovation et revente. Et là moi je leur dis bon bah je sais grosso modo les travaux qu'il faut faire. Si vous achetez en station de ski, vous n'allez pas faire la même chose que si vous achetez en centre-ville. Donc je sais exactement ce qu'il faut choisir pour que le 80% des gens aiment, quoi. Et comment est-ce qu'il fait le promoteur concrètement lui pour définir les aménagements extérieurs et la finition intérieure, quelle couleur de carrelage, quelle taille il faut faire, comment est-ce qu'il fait, etc. Il veut construire la maison jusqu'au bout. Ouais, je comprends. C'est hyper compliqué en réalité. Enfin, c'est très simple, mais c'est très compliqué. Sur le papier, c'est très simple parce qu'en fait, on peut déterminer ce qu'on veut réaliser en termes de finition. Mais en fait, je prends le problème un peu différemment. Le client, quand il va aller voir l'entreprise générale ou le promoteur qui va commander à l'entreprise générale un certain ouvrage, avec le contrat d'entreprise générale, il y aura un descriptif de construction. Puis le descriptif de construction, c'est un petit peu la bible de l'habitation qu'on va réaliser. Donc on a vraiment tout qui est détaillé. Et d'ailleurs, c'est là aussi on fait la différence entre une bonne entreprise générale et une entreprise générale un peu moins bonne. C'est que dans les moins bonnes entreprises générales, il n'y a pas forcément assez de niveau de détail et puis c'est beaucoup trop subjectif sur les prix. Une bonne entreprise générale, elle aura vraiment la salle de bain, un budget de X, la cuisine, un budget de X, le carrelage, un budget de X pour des carreaux de maximum temps par temps. Et en fait, avec ces budgets-là, c'est toujours très compliqué du point de vue du client et il y a souvent des conflits. J'ai entendu parler de pas mal de conflits entre les entreprises générales et les clients qui disaient ouais mais vous nous avez dit que c'était 100% garanti, on dépasse un peu les budgets, puis là en fait on doit payer des plus-values énormes. Et ce problème des plus-values, il vient de là. Il vient du fait que certaines EG, entreprises générales EG, je vais utiliser ce terme, ce sera plus simple, certaines EG pour avoir des produits un peu plus intéressants, ils ont peut-être tendance des fois à baisser un peu les prix, les prestations qu'ils vont proposer dans le contrat d'entreprise générale. Et des fois, c'est en lisant entre les petites lignes où on se dit ok, le deal paraît intéressant, l'offre est intéressante, puis quand on se penche un peu sur le contrat, on se rend compte que la cuisine, ils ont mis 15 000 francs pour une cuisine, pour une villa de 150 mètres carrés, ça fait pas du tout de sens, quoi. Donc des fois, il peut y avoir des mauvaises surprises, et puis c'est intéressant de bien lire le contrat EG, puis le descriptif de construction surtout. Moi, j'ai vu le descriptif de construction le plus complet de ma vie avec un ami là, qui fait de la promotion immobilière. Et dans son descriptif de construction, il a un dossier d'ambiance. Le dossier d'ambiance, c'est pour aller un step plus loin et dire voilà, ce sera exactement comme ça. Alors, l'aménagement extérieur, il y aura ce genre de cailloux. Les poignées de porte, ce sera ce genre de couleur, ce genre de finition. Les interrupteurs, le cache d'interrupteurs, ce sera comme ça. Ouais, c'est incroyable. Et là, c'est vraiment très, 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 très détaillé. En fait, il y a un avantage, un désavantage, un système. L'avantage, c'est que tu sais exactement ce que tu vas avoir, que le promoteur, il a vraiment fait les choix avant pour le client. Puis le désavantage, c'est que le promoteur aura fait les choix avant pour le client. Et puis du coup, le client se retrouve à pas forcément pouvoir faire exactement les choix qu'il veut, ou il va être limité dans une séquence de choix qui est assez précise, qui aurait été choisie par le promoteur. Et en fait, il y a un peu deux écoles, hein. Soit on clive complètement le client, on dit nous on a négocié les cuisines avec cette entreprise ou cette entreprise et on bouge pas de ça. Le carrelage c'est pareil, il y a un showroom, tu choisis le carrelage que tu veux, mais on sort pas de ça. Ou la deuxième variante, c'est de se dire on met des budgets, mais le budget il est difficilement maîtrisable pour le client, surtout quand il va choisir son carrelage, il va dire mais celui-là il est super cool, je vais prendre ça, puis en fait en réalité il y a peut-être 8000 francs de plus-value juste pour du carrelage. Et ça c'est compliqué. Comment est-ce que tu vois l'évolution du développement immobilier en Suisse avec les dernières années que tu as passé à suivre l'évolution déjà de ce business, sachant que il y a de moins en moins de terrain, c'est de plus en plus compliqué, il y a de plus en plus de monde, il y a toujours de la concurrence, ça reste attractif, il y a de moins en moins de sécurité juridique sur la capacité à construire, et comment est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pourquoi, quel arbre on a le droit de couper ou pas. Ça c'est compliqué. Comment tu vois l'évolution, et peut-être même tu as vu une évolution dans la phase de développement que tu as vu. Alors moi je suis pas extrêmement vieux non plus, mais j'ai quand même un certain âge maintenant. J'ai quand même un certain âge.
J'ai quand même vu une évolution où, quand j'ai commencé dans le monde de l'entreprise générale, la construction, promotion immobilière, graviter un petit peu autour de tout ça, il y avait quand même plus de terrain, ça c'est sûr. Des terrains vierges, il y en avait plutôt pas mal. Le nombre de terrains a assez vite diminué, le nombre de promotions immobilières a assez vite augmenté aussi. Et puis en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que au fur et à mesure, les promoteurs allaient chercher des projets différents aussi. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ok, on a des parcelles, on a des parcelles qui sont vendues, les communes ont presque plus de terrain constructible, mais les plans d'affectation changent aussi, les plans de zone changent aussi, il y a 2-3 parcelles qui se libèrent, typiquement au Mont-sur-Lausanne, ils ont ouvert un certain nombre de parcelles, je ne sais plus exactement combien, mais il y a eu beaucoup de projets qui se sont faits, donc il y a toujours à des endroits où ça pop-up un petit peu, et puis les projets peuvent reprendre. Et puis après, les promoteurs aussi s'orientent vers des investissements un peu plus exotiques, on va dire, où à ce moment-là, c'est plutôt des anciennes fermes qui sont rénovées, des corps de ferme au centre des villages qui sont réaffectés en logement. Et puis là, il y a aussi des belles choses à faire. Donc, de toute façon, il y aura des possibilités. Et puis quand on arrivera à bout de toutes ces possibilités-là, la population sera grandissante, les plans d'affectation communaux vont sûrement bouger aussi, certaines zones vont se libérer. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que un immeuble, c'est un asset qui est durable, mais qui n'est pas éternel non plus. Donc, je pense aussi que dans quelques années, on va se retrouver avec beaucoup de nouveaux types de projets où ce sera des démolitions d'anciens bâtiments ou surélévation d'autres bâtiments. Typiquement à Lausanne, il y a plein de bâtiments qui vont être surélevés ces 10 prochaines années. Et ça va être un gros business. D'ailleurs, il y a des sociétés qui se concentrent uniquement là-dessus aujourd'hui. Et c'est hyper intelligent d'ailleurs. Mais bien sûr. Comme la rénovation énergétique. C'est comme la rénovation énergétique. C'est des business qui sont extrêmement lucratifs. J'ai de la peine à me rendre compte parce que quand on fait des valeurs de développement, on se rend bien compte de tout ce qu'il faut prendre en considération, etc., tout ce qu'il y a comme éléments externes à la construction elle-même qui peuvent influencer le valeur du terrain. Mais est-ce que les gens, la personne privée, propriétaire qui a hérité ou voilà, qui souhaite vendre son terrain, je ne sais pas pour quelle raison, parce que si vous avez un terrain, contactez-nous, mais vendez pas. Et vraiment vendez pas. Et il n'y en a plus. Est-ce que à quel point c'est facile de lui faire comprendre combien vaut son terrain? Parce qu'il a forcément déjà reçu plein de promoteurs, plein de courtiers. Bien sûr. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien dire aux personnes qui se posent la question sur la valeur de leur terrain, c'est de leur demander est-ce que vous avez déjà reçu des promoteurs, est-ce que vous avez déjà reçu des offres, des coups de téléphone pour des gens qui sont intéressés par votre terrain. Et moi, donc, je te dis oui. Ouais, voilà. Dans 99% des cas, les gens disent mais je me fais harceler. Donc si tu te fais harceler, c'est qu'il y a une bonne raison, quoi. Ouais. Et typiquement dans le cadre du consulting chez Inved, on a des clients qui ont une parcelle et ils étaient venus nous voir pour mettre en vente leur parcelle à un promoteur, puis ils voulaient être sûrs de bien vendre leur terrain. Et puis là, effectivement, on a fait une valeur de développement, donc on leur a fait une expertise sur le potentiel de la parcelle. Puis on s'est très vite rendu compte que leur parcelle était extrêmement intéressante à développer. Et puis j'ai dû leur expliquer, et puis je leur ai dit, ben voilà, vous avez une valeur de terrain, vous avez un terrain qui a une valeur, il y a une grosse valeur qui est contenue dans ce terrain qui est vide. On peut potentiellement faire un petit immeuble de 3 appartements. La banque peut vous financer cet immeuble-là en considérant la valeur du terrain. Et puis on peut faire un deal, un scénario où le client ne doit pas sortir énormément de fonds propres au final. Et puis soit il peut faire une promotion immobilière, puis vendre des lots, puis toucher une marge de promotion, ou alors faire du rendement locatif, et puis à ce moment-là, il peut se mettre à l'abri pour quelques années. Donc c'est assez marrant des fois de voir les clients qui viennent nous voir avec des parcelles sans forcément connaître la valeur, et on leur a fait une offre, ils se disent waouh, on nous a fait une offre qui est hyper intéressante, et puis en réalité quand on leur montre réellement ce qu'ils peuvent gagner s'ils le font eux-mêmes de leur côté en développant eux-mêmes leur parcelle, c'est considérable, c'est du simple au double, enfin, c'est incroyable les marges de promotion qui peuvent être dégagées de certaines opérations, quoi. Et surtout si aujourd'hui, il y a une notion qui revient très souvent dans le développement, c'est l'incidence foncière. Ouais. Ça veut dire quel est le pourcentage de la valeur du terrain par rapport à l'immeuble construit quand il est construit. Mm-hmm. Et donc à l'enveloppe globale de l'immeuble, terrain plus bâtiment. Et en Suisse, les terrains étant tellement rares, c'est très très compliqué, ou c'est très très rare d'avoir un terrain dont la valeur ne suffit pas
pour se faire financer la construction. C'est très rare, ouais. C'est-à-dire de dire, si on part du principe qu'on a une maison qu'on peut construire qui vaudra 1 million avec son terrain à la fin, la banque va dire, bon, bah, si c'est pour faire du rendement, on prêtera 75%. Ouais, c'est ça. Et donc l'incidence foncière du terrain, elle devrait être de 25% pour couvrir les fonds propres qu'on devrait mettre dans le développement. Et en Suisse, moins de 25% d'incidence foncière, aujourd'hui, c'est... Il y a presque pas. Ouais. C'est vrai que si on se déplace du côté de Lausanne, on est à je sais pas, entre 45 et 50, même plus que 50. Genève, on n'en parle même pas. Toute la côte, la Riviera, on est peut-être un petit peu plus bas, on est peut-être entre 35 et 45. Je donne vraiment des idées comme ça, mais après, plus on va monter dans le Gros de Vaud, plus l'incidence foncière va diminuer, mais on tombera jamais en dessous de 35% en tout cas dans la région. Donc c'est très très compliqué aujourd'hui d'avoir un terrain et de ne pas réussir à le rentabiliser. Absolument. Mais par contre, je m'excuse, je te coupe juste. On a fait une expertise aussi pour des biens du côté du Jura. Et puis le Jura, c'est peut-être un des seuls endroits où le fait d'avoir un terrain, c'est pas forcément rentable parce que le coût de construction est tellement élevé qu'en réalité, si on a notre parcelle, on construit quelque chose dessus, on va même pas réussir à rentabiliser l'opération en vendant les lots après. Donc même sur une valeur de développement pour de la vente de l'eau, c'est très compliqué. Ouais. Donc il faut soit construire pas du tout cher, mais bon, on est quand même capé avec les prix de vente, ou soit pas construire du tout, puis rien faire. Mais c'est peut-être un peu plus compliqué dans ces régions-là, où l'incidence foncière est justement très basse. Ouais, c'est juste, dites-vous, en fait, pour construire une propriété aujourd'hui en dessous de 4500, 5000 francs le mètre carré pour construire, franchement, c'est compliqué, bien sûr. C'est pas possible. Tu prends ta maison, on prend le même exemple que tout à l'heure. Tu prends ta maison 100 mètres carrés, elle fait 2 étages, 200 mètres carrés. Tu as tes 4000 francs le mètre carré, tu as 800 000, hors aménagement extérieur, tu peux pas faire moins cher. Je veux dire, construire ta maison en dessous d'1 million, c'est compliqué. Et qu'on soit à Genève ou qu'on soit dans le canton du Jura, alors certes, les coûts de construction sont plus faibles, mais on est capé à un moment donné. On peut pas, il y a des coûts incompressibles. On peut pas tout d'un coup, on peut vendre 3 fois plus cher, 4 fois plus cher, 5 fois plus cher à Genève. On peut pas construire 5 fois moins cher. Non, c'est clair. Le coût du mètre carré, le coût du béton, il est pas 5 fois inférieur au Jura. Non, ça bien sûr. Et puis il y a des sociétés qui ont un peu surfé là-dessus en important, par exemple des villas préfabriquées qui venaient de l'étranger. Et puis là, les coûts de production sont beaucoup plus bas, les salaires sont beaucoup plus bas. Donc on peut tirer des villas en Suisse pour peut-être 400, 500 000 francs, mais c'est hyper compliqué. Il y a des problèmes de garantie, il y a des problèmes de mise en œuvre. Et dans des régions où l'incidence foncière est très basse, c'est peut-être des régions où les gens seraient tentés d'avoir recours un petit peu à ces méthodes-là. Et c'est pas forcément sain pour le marché déjà. Et après, tu construis de la merde que tu dois vendre cher. C'est à peu près ça, ouais, exactement. Pour pouvoir être rentable. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est compliqué. Ouais, bien sûr. Mais si vous faites un calcul très simple, d'ailleurs, on a eu un cas très concret comme ça, d'ailleurs, avec une personne qui était sur le point d'acheter Dis-moi plus, je te suis pas. un immeuble avec une autorisation de construire. Ah oui, bien sûr. Et qui dit, voilà, je calculais la rentabilité, puis on dit, mais voilà, t'es dans une région, si tu vends 5000 francs le mètre carré, t'achètes un terrain 500 francs le mètre carré avec un projet en force et tu construis à 5000 francs le mètre carré, c'est-à-dire tu payes 5005 et tu vends 5000. Il n'y a pas besoin de non plus. Et là, c'est pas compliqué à faire. Et ça existe quand même. Oui, ça existe quand même. Après, il y a des terrains avec des permis en force qui sont toujours en vente et puis on se dit waouh, mais c'est une super affaire. Il y a le permis, le terrain il est là, c'est pas si cher que ça. Moi j'y vais et puis je vais réussir à le développer et baisser un peu les coûts de construction. Et puis en réalité, on se rend compte qu'on est capé avec les coûts de construction, qu'on pourra pas aller plus bas que ça. Et comme tu dis, si tu construis pour 5000 francs le mètre carré, puis tu vends pour 5000 francs ou 4008 le mètre carré, c'est un peu compliqué de rentabiliser l'affaire, quoi. Et ça, il y en a plus que ce qu'on pense, d'ailleurs. Ouais. Comment fait d'ailleurs un promoteur, un développeur, pour combattre un petit peu parce que des fois ça vient quand même un peu des courtiers qui font des calculs vite à l'arrache quand même pour vendre, pour obtenir des par rapport aux parcelles, tu dis ? Par rapport aux parcelles ou pire encore aux projets autorisés. Les projets déjà autorisés. Ça, d'ailleurs, c'est jamais très bon signe. Non. Racheter un projet autorisé, parce que en pénurie de logement total, à moins de 1% de taux de logement vacant, c'est pas très bon signe. En fait, moi, à chaque fois que je devais analyser une parcelle, s'il y avait un permis, je demandais mais pourquoi vous développez pas vous le projet ? Vous avez acheté la parcelle, vous avez passé 2 ou 3 ans, 2 ans à essayer d'obtenir un permis de construire, vous avez le permis de construire, il vous manque juste une étape, c'est de vendre les lots sur plan.
faire des images de synthèse, donner un courtier et vendre. Et dans le 90%, dans le 99%, dans le 98% des cas, je me retrouvais face à la même argumentation. C'était, ouais, on a d'autres projets, on doit sortir des liquidités, et puis là, on n'arrive pas avec cette parcelle-là, on a d'autres projets plus importants, plus lucratifs à développer. Puis quand j'entendais cette raison-là, dans le 90% des cas, c'était complètement bidon. Et en réalité, et c'était toujours le même scénario, un promoteur avait acheté une parcelle un peu trop chère, il avait fait un projet de développement dessus qui était peut-être pas forcément optimisé, ou il avait fait des surfaces beaucoup trop grandes ou beaucoup trop petites pour la région, enfin c'est un projet qui fonctionnait pas. Il avait essayé de le vendre, puis ça on s'en rend compte quand on épluche un peu le dossier. Il avait essayé de le vendre, il y a eu 0 vente, ça n'a pas marché pendant 2 ans. Il se dit bon allez, je me débarrasse du truc, j'ai le permis, c'est cool, je fais ma marge sur la parcelle avec le permis de construire, et puis comme ça je suis tranquille. Et malheureusement, il y a des personnes qui achètent ce genre de parcelle et puis après se retrouvent un peu bloquées avec ça et ne peuvent plus le revendre parce que toute la marge a déjà été cannibalisée par le premier promoteur qui a vendu la parcelle, quoi. Qui a pris la marge à la vente de la parcelle. Et c'est ça. La marge de construction. Et ça arrive très très souvent. Ah, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, il y en a plein des projets avec autorisation en force. Mais je crois que j'ai pas répondu à ta question quand même. C'est tout à fait. C'était plutôt un peu comment est-ce que tu expliques aux propriétaires ou aux courtiers qui sont juste à côté de la plaque, quoi. Mais après, des fois, c'est des règles de 3. Hein. Ouais, mais en fait, le calcul avant. il est très simple. Hein. T'arrives dans une région, tu peux vendre à temps. Enfin, pour savoir si la parcelle est intéressante, tu dis. Pour dire ouais. Ouais. Et en général, parce que s'ils arrivent à un prix qui effectivement est rentable, ça veut dire qu'ils ont un calcul qui devrait justifier que c'est rentable. Si tu demandes. Et souvent, c'est où que ça coince. C'est quoi? C'est l'optimisme sur les prix de vente qui sont trop élevés, ou bien c'est le coût de construction? Non, souvent c'est toi tu parce parles que moi regarde, je suis courtier et puis j'ai un mandant là qui me donne un mandat pour un terrain avec une autorisation en force. Ouais. Il n'arrive pas à s'en débarrasser évidemment, et puis moi j'arrive à justifier que ce qu'il veut comme prix c'est effectivement juste, alors qu'il n'arrive pas à vendre, donc effectivement c'est faux. Ouais. Mais je contacte des entreprises générales, je leur dis voilà, si vous êtes intéressés, ou des promoteurs. Et moi en tant que courtier, j'oserais pas, alors peut-être il y en a qui le font, mais j'oserais pas dire à l'entreprise générale qui vient me voir, qui est une spécialiste de la construction, lui dire regarde, les coûts de construction c'est tant, toi t'es trop cher, tu vois. J'oserais pas dire ça, donc j'aurais tendance plutôt à tricher sur les prix de vente, où je dis tu me dis que tu peux vendre 7000 francs le mètre carré, en réalité moi je pense que tu peux vendre 7007, tu vois. Okay, d'accord, et donc 10% de plus, donc ta marge est là, et voilà. Mais où est-ce qu'il triche? En fait, le courtier dans le cadre d'une vente de terrain, il va pas forcément faire une valeur de développement pour trouver la valeur du terrain. Il va plutôt se baser sur des benchmarks qui soit il a à l'interne dans l'agence, soit des benchmarks qu'il peut trouver sur des fact sheets de banque ou ce genre de choses. Puis il va dire ok, une parcelle dans ces environs, c'est à peu près tant le mètre carré. Je caricature un peu et puis je fais vraiment le mauvais courtier, hein, mais certains courtiers c'est ça, et puis du coup on arrive avec un prix de vente de la parcelle sur le marché qui en réalité tient pas la route, est beaucoup trop cher, mais le prix est très vite régulé. Il y a un arbitrage qui se fait automatiquement parce que les acteurs, les promoteurs qui vont s'intéresser à la parcelle, ils vont faire leurs calculs, ils vont prendre leur marge, c'est à peu près tous les mêmes marges, ils vont prendre leur marge et puis ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas offrir plus que tant pour la parcelle, puis ils vont dire nous la parcelle c'est tant. Puis après tu as le bon courtier qui va dire ok, je vais contacter une EG, je vais essayer peut-être d'avoir un petit peu plus d'infos sur les coûts de construction, ce qu'on peut faire. Il va faire une valeur à rebours de développement, il va trouver la vraie valeur du terrain et puis il va peut-être la mettre sur le marché à ce prix-là. Comment est-ce que le courtier valorise le permis en force? Le permis en force, il est... En fait, si tu veux, moi avant de parler peut-être du courtier, comment est-ce qu'il le valorise, il faut peut-être se demander comment un promoteur valoriserait un permis en force. Ouais. En tout cas, c'est toujours comme ça que j'ai approché mon raisonnement. Un promoteur, sur une opération où il va acheter une parcelle, il va prendre 100% du risque en achetant une parcelle, il va peut-être prendre 20 ou 25% de marge sur le projet, donc c'est assez grand, même plus pour certains. Si maintenant le promoteur a un deal avec le vendeur du terrain... Donc là ça veut dire il achète le terrain, il prend tout le risque. Il achète le terrain il devient propriétaire demain, c'est une vente directe. Maintenant, il va prendre le maximum de marge, parce que plus de marge pour couvrir plus de risques, c'est assez logique. Maintenant ce même promoteur il va voir le propriétaire puis lui dit écoute, moi cette parcelle elle m'intéresse, mais par contre toi t'es déjà propriétaire de la parcelle, on fait un petit deal, moi je t'achète ta parcelle un petit peu plus cher, je prends peut-être un petit peu moins de marge de promotion,
mais je te fais une vente conditionnée au permis de construire. Donc c'est-à-dire que le promoteur, il prend un peu moins de risques, il va acheter la parcelle le jour où le permis arrive, par contre il paye la parcelle un petit peu plus cher. Donc il peut peut-être monter, il peut peut-être descendre un peu sa marge, monter un peu le prix de vente. La marge, on parle toujours de la marge sur le chiffre d'affaires de vente. Ouais, bien sûr. Les personnes ouais. Voilà. Exactement. Et après, ce même promoteur, il peut retourner voir le propriétaire. Donc peut-être qu'il était à 20-25% au tout début. Il va prendre le max de marge parce qu'il prend le max de risque. Il distribue un petit peu une partie des risques sur le propriétaire qui va garder sa parcelle pendant que lui, il va tranquillement chercher à développer le projet, à poser un permis de construire. Puis le jour où il y a le permis de construire, peut-être qu'il prendra 15% de marge. Voilà. Et puis il prend moins de risques, il prend moins de marge. C'est logique, il donne un peu plus. Puis après, il y a encore l'étape d'après où il dit, bon, écoute, sur ce projet-là, on va faire 10 villas. Moi, ce que je te propose, c'est que je descende encore un petit peu ma marge et puis je conditionne l'obtention du permis de construire et des préventes, par exemple. Tu vois. Il va lui dire, le jour où j'ai le permis et j'ai déjà réservé 5 lots, à ce moment-là, je te paye. Donc je prends encore un peu moins de marge, mais je prends encore un peu moins de risque. Donc le deal, et le but du jeu, c'est de trouver l'équilibre entre l'acheteur et le vendeur, et les négociations, elles se font sur ces éléments-là. Il n'y a pas 15 000 autres façons de jouer sur les prix de vente d'une parcelle. Aujourd'hui, les propriétaires de terrain sont d'accord de vendre avec des ventes conditionnées ? Oui. Ah ouais ? Ouais. Okay. Malgré la concurrence ? Malgré la concurrence, ouais. Il y a encore une fois, dans les promoteurs, on trouve de tout. Il y a des promoteurs qui sont très honnêtes, qui vont arriver. Je viens de dire promoteur honnête, mais c'est vrai, il y en a vraiment qui vont arriver avec des offres qui sont parfaitement cohérentes. Ils vont se positionner dans le deal. Il y a des promoteurs qui vont profiter du fait que c'est les premiers sur l'affaire pour faire une offre qui est pas forcément hyper transparente. On voit vraiment de tout, mais moi je pense que le bon deal peut être transparent dans la promotion immobilière entre le vendeur du terrain et puis le promoteur. Il peut être transparent et puis il peut aller dans les deux sens et puis tout le monde est bien gagnant. Le gâteau est assez gros pour être partagé en règle générale, donc c'est du reste comme ça que beaucoup passent devant. Ils se disent bon je prends un peu moins de marge, je donne un petit peu plus, le deal il est faire dans ce sens-là et puis on y va comme ça. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Combien ça coûte d'obtenir une autorisation de construire en force? Ça dépend de la taille. Projet de base, de 3 maisons mitoyennes. Ça dépend de la taille du projet de base et si l'architecte est intéressé au projet aussi. En fait, il y a un truc, c'est que quand il y a des sous à se partager à la fin, il y a plein de gens qui peuvent être embarqués dans le projet, qui peuvent aussi travailler à risque des fois. Donc ça arrive, si demain tu as une parcelle et tu veux faire une promotion immobilière ou tu connais quelqu'un qui a une parcelle, tu peux toi mettre en relation tout le monde, puis à tous leur dire bon écoutez, on fait un projet tous ensemble, on bosse tous à risque, donc on se fait pas payer. Par contre le jour où on se fait payer, le jour où le projet paye, à ce moment-là on prend tous un petit peu plus d'honoraires. Donc ça c'est des méthodes qui se font, hein. Mais aujourd'hui tu posais la question juste avant si c'est plus intéressant de travailler avec un architecte ou une entreprise totale ou une entreprise générale. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ça parce que moi il y a certains projets. Parce que tu m'as dit. Moi, il y a certains projets sur lesquels j'étais dans des régions assez spécifiques sur le Lavaux. Et puis, qui dit région spécifique, dit architecte bien spécifique, qui a fait beaucoup de projets, qui connaît bien la commune. Et là, tu as une vraie plus-value à prendre un architecte qui a des... ils n'ont pas des accès à la commune, mais ils connaissent tellement les rouages de la commune, les subtilités, parce que c'est très complexe selon les communes, que de prendre un architecte, ça fait parfaitement sens. Après, une entreprise totale, elle maîtrise l'entier du processus et c'est aussi intéressant d'avoir une entreprise qui va te gérer de A à Z en passant par le projet, les plans d'exécution, enfin le projet, le permis, les plans d'exécution, la direction de travaux, puis qui va vraiment suivre de A à Z. Et ça fait du sens, je trouve. Mais j'arrive pas à me rendre compte, mais les architectes et les entreprises générales, ils se détestent ou pas forcément? Non, au contraire, il y a une... ça dépend lesquels, mais... C'est de la concurrence. Je peux pas tout dire, ok. Non, c'est pas vraiment de la concurrence parce que l'entreprise générale, par définition, elle doit avoir un architecte, elle doit mandater un architecte externe. C'est un architecte externe qui doit signer les plans pour que le projet se fasse. Donc, dans tous les cas, les deux sont complémentaires. Voilà. Après, l'entreprise totale, peut-être que là, il y a un petit peu plus de concurrence, effectivement.
Mais je me suis rendu compte aussi sur certains projets qu'il y a des architectes, en faisant passer des honoraires qui sont assez conséquents, des fois, venaient casser complètement la rentabilité du projet. Et en passant par une entreprise totale qui elle, prenait peut-être pas forcément les honoraires SIA pour toute la production des plans, à ce moment-là, le projet, tout à coup, miraculeusement, pouvait devenir rentable, et puis avec tel ou tel architecte, n'était pas forcément ultra rentable. Ok. Mais bon, c'est donc du cas par cas. C'est du cas par cas, et encore une fois, ça dépend des mandataires avec qui tu vas travailler, ça dépend sur qui tu vas tomber, si c'est quelqu'un d'honnête. Voilà, c'est toujours cette question de avec qui on travaille. Et le vrai secret, c'est de comparer les offres, comparer les entreprises, la fiabilité, l'historique, qui a fait quoi, où, pourquoi, et grâce à ça, on arrive à trouver le meilleur prestataire. Le vrai secret, c'est de travailler avec InVeb. Alors ça fait partie de la recette magique. Ouais. Mais à part ça, tu dis ça en rigolant, mais typiquement, dans le cadre de certains consulting, il y a des clients qui avaient des projets en main avec le permis de construire, qui étaient prêts à partir, à construire. Et puis en fait, on s'est rendu compte que non, ça marche pas du tout. Les coûts de construction sont beaucoup trop élevés. Puis on leur a demandé, mais vous avez vu combien de G? Et puis là, on n'a fait qu'une entreprise générale ou une entreprise de construction. Et puis là, l'entreprise de construction qui sait qu'elle n'a pas de concurrence, des fois, elle peut avoir tendance à gonfler un petit peu ses prix, voire un petit peu trop. Et puis après, en mettant en concurrence ces entreprises, miraculeusement, on gagne 7 ou 8% sur le coût de construction, voire plus. Donc c'est vrai que le projet. Ouais. Donc c'est vrai que les clients qui passent par nous, ils ont cette plus-value de se dire au moins on a des professionnels qui ont une vraie connaissance du marché, et puis qui sont complètement neutres par rapport à tout ça. On n'a aucun intérêt à ce qu'ils travaillent avec X ou Y entreprise générale ou entreprise totale ou architecte, et on peut les amener vers les meilleurs prestataires, et ça c'est cool pour eux. Merci beaucoup Cédric pour le partage. Comment depuis, tu as commencé il y a 3 mois maintenant, un peu plus de 3 mois avec nous. Ah ouais. Comment, c'est quoi le feedback de ce début? Ça fait pas 3 mois, ça fait 12 ans, j'ai l'impression que j'ai commencé. Non, c'est incroyable, c'est tellement dynamique. Il y a vraiment il y a vraiment une atmosphère de je sais pas comment le décrire. Il y a vraiment ce côté ultra dynamique, l'entente entre les collègues est incroyable, et puis en fait je peux même pas dire que je suis en train de travailler, tu vois. Pour moi on s'amuse, puis on fait ce qui nous plaît tous les jours avec des clients, et le rapport avec les clients est aussi assez génial parce qu'on a, mais comme je te disais avant, il n'y a pas ce côté on a rien à leur vendre en fait aux clients. On a aucun intérêt à ce qu'ils aillent voir tel courtier, telle entreprise ou autre. Donc automatiquement, ils ne sont pas forcément sur leur garde en pensant qu'à tous les coins de rue, comme dans l'immobilier, il y aura peut-être quelque chose de dangereux où il faut se méfier. Et la collaboration avec les clients qu'on suit en consulting, elle est juste exceptionnelle, quoi. Enfin, c'est vraiment du bonheur de travailler avec ces gens-là. Et si je mets ça un petit peu en parallèle à ce que je faisais avant, des clients qui vont comparer plusieurs entreprises générales qui vont mettre en concurrence, et puis il y a des coups bas inter-entreprises générales où il y en a une qui cache 2-3 montants, puis on peut essayer de dire honnêtement aux clients, ouais mais faites gaffe quand même à ça, à ça, à ça. Puis après ils reviennent vers nous, le projet s'est mal passé, finalement on part avec vous. Tu vois, et nous on n'a pas ce côté-là où on doit vendre quelque chose, donc c'est que du conseil, comme je le dis souvent, c'est de l'immobilier pour l'immobilier, et ça c'est intéressant. Et c'est ce qu'on aime faire. Enfin, c'est ce que j'aime faire en tout cas. Mais je pense que mes collègues aussi. J'espère pour eux. J'espère pour eux. Merci beaucoup Cédric. Avec grand plaisir. Merci, à bientôt. Ciao. On se voit demain.